Chers élèves, rebonjour. Donc, aujourd'hui, on va entamer un autre chapitre, cette fois-ci concernant le génie génétique. Et donc, on va essayer de voir les principes, les techniques et les applications du génie génétique. Certainement, vous avez entendu donc, du mot génie génétique. Donc, dans cette séance, on va essayer donc, de définir et de déterminer ce que veut dire donc, le génie génétique. Et donc, on va essayer donc, de voir quelques exemples qui sont connus, à savoir un exemple d'une maladie qui est très reconnue, qui est le diabète. Donc, le nombre de diabétiques dans le monde ne cesse d'augmenter. La quantité et la qualité d'insuline donc produite de façon classique sont donc insuffisantes. Et donc, on doit penser, on doit réfléchir à une manière, une façon donc de produire donc cette hormone, cette protéine, avec une grande quantité, bien sûr, qui sera suffisante. Et donc, le premier exemple, c'est celui donc de cette hormone qui est insuffisante. Et donc, on doit réfléchir donc à une solution. Et il y a aussi un autre exemple qui est plus touchant, c'est celui donc de la malnutrition. Et donc là, on va suivre donc un graphique qui montre donc l'évolution démographique selon les années, depuis donc 1950 jusqu'à 2050. Et donc, qu'est-ce que vous observez? Donc, tout simplement qu'il y a une ascension donc, de la courbe, c'est-à-dire que le nombre des individus dans le monde augmente donc depuis 1950, qui était à peu près de 2,5 milliards de personnes et qui va atteindre donc dans les années 2050 à peu près 9 ou 10 milliards de personnes. Et donc cela pose des problèmes, à savoir donc cette insuffisance de satisfaire les besoins donc nutritionnels. Et donc, nous serons donc en 2050 à peu près 9 milliards d'êtres humains dans la planète. Et donc, nourrir donc, l'ensemble des êtres humains constitue donc un enjeu majeur. Donc, c'est un problème pour les années à venir. Pour cela, il faut augmenter donc, cette production agricole afin de nourrir à la fois les hommes et les animaux. Donc, en 40 ans, il faudra trouver donc, des solutions. Et pour répondre donc, à ces gens majeurs, donc, la nécessité d'augmenter cette production mondiale de nourriture. Et donc, on doit penser à quelque chose qui donnera donc une solution à ce problème. Et donc, l'insuline utilisée actuellement d'origine humaine. Par contre, auparavant, elle était d'origine animale, donc elle posait des problèmes surtout allergiques. Et comment donc peut-on répondre donc, à ces enjeux majeurs de la malnutrition, donc le document 2 Donc, comment peut-on produire cette hormone d'origine humaine et comment peut-on répondre aux besoins donc, des diabétiques? Donc, on va essayer de trouver une solution, mais à travers quelque chose de naturel. Heureusement, nous avons un exemple naturel, c'est celui de transfert naturel des gènes d'une bactérie qu'on appelle Agrobacterium tumefaciens à une plante. Et c'est une maladie qui est prépondérante, qui est qu'on appelle la gale du collet. Donc, à partir de cet exemple qui est la gale du collet, on va essayer de trouver ce qu'on appelle une transformation génétique. Et c'est une transformation qu'on va voir qui est tout à fait naturelle. Et donc, la définition, c'est quoi la gale du collet? Donc là, nous avons plusieurs documents en une seule photo qui montrent donc cette tumeur. Et donc, la tumeur, voilà, elle apparaît ou bien dans un emplacement entre donc, le tronc
et les racines, qu'on appelle le collet, d'où le nom d'un collet, et l'apparition du tumeur, donc qui est la gale, d'où le nom de donc, la maladie, ou la gale du collet, qui peut apparaître donc, dans cet endroit, comme elle peut apparaître au niveau des racines, ou même quelquefois au niveau donc, des feuilles. Donc, que veut dire la gale du collet? Voilà. La gale du collet, donc, c'est une formation tumorale basée sur la prolifération cellulaire, donc anarchique bien sûr, et c'est un point qui est très important, c'est une caractéristique qu'on va voir plus tard, indéfinie au site infecté. Cette maladie donc provoque des ravages au niveau donc des plantes. On va prendre quelques exemples. Betterave donc du sucre, par exemple les pommiers, l'abricotier, le poirier, etc., etc. Et donc ça cause des ravages et donc on va essayer donc d'étudier donc la façon ou la manière donc de prolifération donc de cette maladie. Donc, quel est l'agent responsable? Quel est l'agent responsable de la maladie? Donc, l'agent responsable, c'est bien sûr une observation. C'est une observation qui a été faite au niveau donc de la gale du collet, à travers bien sûr des coupes transversales au niveau donc du tumeur. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe la présence, voilà, regardez, c'est une observation microscopique donc de l'agent responsable, qui est donc tout simplement une bactérie, la voilà, qu'on appelle Agrobacterium tumefaciens. Et voilà, la bactérie Agrobacterium tumefaciens. Agro, c'est-à-dire végétal, bactérie, tumeur. Donc, c'est une bactérie qui cause des tumeurs au niveau donc, des plantes. Quel est donc le mécanisme d'infection? Comment est-ce que cette bactérie donc, affecte donc, les plantes et cause donc, la maladie? Donc là, on va essayer de procéder à plusieurs expériences. Là, on va choisir une plante, et plus précisément les carottes, et on va essayer donc d'injecter cette bactérie qui est l'Agrobacterium tumefaciens. Mais là, on va procéder à des expériences. On distingue donc deux cas. Une bactérie qui ne contient que le chromosome bactérien, donc c'est la souche 1, et la bactérie 2 qui contient ce qu'on appelle un plasmide. Et donc, quel est le résultat? Donc, le résultat, c'est que la première souche n'entraîne aucune transformation, aucune maladie, alors que la souche 2, c'est elle qui va entraîner l'apparition donc, de cette tumeur. Et donc, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est qu'on a deux souches. La première souche, la voilà, qui ne possède pas de plasmide, alors que la souche 2, voilà, c'est elle, la souche 2, c'est elle qui va induire et entraîner l'apparition donc des tumeurs par inoculation donc des tranches de carottes. Là voilà, tranche de carottes, donc c'est une coupe transversale des carottes. Et donc ça montre l'apparition donc de notre tumeur. Et donc quelle est la conclusion? La conclusion, c'est que l'agent responsable, oui, c'est la bactérie, c'est l'Agrobacterium tumefaciens, mais plus précisément, c'est une structure bien sûr nucléaire, voilà, qui est le plasmide qu'on appelle le plasmide TI. Voilà, donc voilà l'apparition donc, de ce plasmide TI. Donc la souche 2, elle est caractérisée donc par cet ADN circulaire qu'on appelle donc le plasmide TI, qui est isolé bien sûr par une équipe américaine. Et donc, c'est quoi le plasmide? Donc, quelle est la nature donc, de ce plasmide? Voilà, on va essayer de faire donc une carte du plasmide. La voilà. Donc, elle est, comme on l'a dit déjà, c'est une forme qui est circulaire, qui est constituée par plusieurs fragments. Les voilà. Donc, la plus importante, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'ADNT. ADNT, qu'on verra plus tard, c'est la partie qui causera donc le tumeur. Donc, c'est une partie qui est très importante, donc c'est une partie pathogène. Mais il y a d'autres parties aussi, par exemple VIR, c'est la virulence, OR, pardon,
origine donc de la réplication OCC, et donc leur explication, tout simplement, la voilà. Donc l'ADN T du plasmide, TI, T tumor, et inductine, c'est-à-dire qui induit donc le tumeur, est formé donc de 10 puissance 6 jusqu'à 10 puissance 7 de nucléotides, qui comportent donc plusieurs régions qu'on a déjà vues. Donc l'ONC, c'est-à-dire la région de gène du cancer, oncogène, oncotumeur, gène c'est la genèse, la tumeur, VIR c'est la virulence, donc la région de virulence qui permet la fixation de la bactérie sur la cellule végétale. Donc l'ORI c'est la région de réplication qui permet, donc on a déjà vu pendant qu'on verra plus tard, pardon, pendant la réplication donc, de l'ADN. L'OCC, c'est la région catabolisme des opines. TRA, la région de transfert entre les bactéries. Et l'ADNT, ADN, ADN de transferred, T, transferred, qui comporte donc des gènes de synthèse d'hormones, de croissance et surtout ce qu'on appelle des opines. Et donc, quel est le mécanisme donc, ou le travail donc, de ce plasmide? Voilà une expérience. On va essayer donc de voir que en injectant donc notre bactérie, donc inoculation donc, de la bactérie Agrobacterium tumefaciens à une plante saine, après un certain temps, on remarque donc l'apparition donc, de la tumeur. Et donc, en procédant à des grossissements donc, et des études microscopiques, on remarque qu'au niveau cellulaire, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement donc l'explication que notre plasmide, qu'on a déjà prouvé par une expérience, donc l'apparition des souches 1 et 2, le plasmide qui est responsable, mais cette fois-ci, on peut aller jusqu'à dire qu'il y a une partie, donc, du plasmide qui est l'ADNT qui sera intégrée donc, au niveau quoi? Au niveau du patrimoine génétique de la cellule hôte qui est la cellule végétale. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est ça, une transformation. Une transformation au niveau du patrimoine génétique, donc au niveau de quoi? Au niveau donc, du patrimoine et au niveau donc, de l'ADN. C'est une transformation génétique qu'on appelle aussi la transgénèse. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat? Le résultat d'une transformation au niveau de l'ADN, c'est une transformation donc, au niveau de l'ARN, c'est une transformation ou un changement, modification donc, au niveau de la protéine. Et donc, en quelque sorte, notre bactérie, elle a parasité donc les plantes et elle les a obligées à quoi? À synthétiser une protéine qui est les opines. Une opine que la bactérie ne peut pas synthétiser d'une manière isolée, donc elle a besoin d'un hôte. Malheureusement, elle cause donc des dégâts, donc c'est une relation de parasitisme. Donc voilà l'exemple donc, de la gale du collet et donc de cette maladie, voilà, qu'on appelle donc la gale du collet. Donc la question qui se pose, c'est quoi? Pourquoi on étudie donc cet exemple? Pourquoi on va étudier la gale du collet? Eh bien, tout simplement, si on fait donc une relation entre la problématique qu'on a déjà vue auparavant, c'est-à-dire le manque de certaines protéines telles que, on a dit, une formation qui est naturelle, et donc en comparant entre les cellules, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque entre une cellule normale et une cellule qui est tumorale? Donc la durée du cycle cellulaire, elle est longue pour une cellule normale, alors qu'elle est courte. Elle est courte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la division cellulaire, elle est normale chez une plante ou une cellule végétale normale, et elle est rapide, et même elle est anarchique.
la production des opines, elle est nulle, elle est donc abondante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, des changements. Et c'est le but donc, du parasitisme. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a des problèmes. Donc, et voilà, il y a un exemple de formation d'une protéine et surtout au niveau donc, de la formation par une bactérie. Des opines. Donc, voilà ce qu'on appelle normalement une transformation. C'est une transformation génétique normale, naturelle, c'est-à-dire qui s'est faite dans la nature. Voilà la définition, tout ce qu'on a vu, définition de la gale et la formation donc des opines qui est nécessaire pour la prolifération de la bactérie. Donc c'est une transformation qui est faite par la bactérie sur donc la cellule végétale pour former donc ces protéines dont elle a besoin. Donc c'est une transformation bactérienne ou transgénèse. Et donc nous on va essayer de quoi? De profiter de cette transformation naturelle pour être quelque chose d'industriel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va essayer de prendre, en quelque sorte, entre parenthèses, de prendre une leçon de la bactérie AT. Elle va nous donner une leçon, laquelle c'est qu'on peut aussi produire des protéines. Pourquoi pas? Mais au lieu de produire des protéines qui sont néfastes, on va produire des protéines qui ont un intérêt humain. C'est quoi? C'est tout simplement qu'on appelle le génie génétique. Voilà. Et donc, voilà la définition du génie génétique. Le génie génétique, c'est l'ensemble des principes et des techniques qui vont permettre d'introduire dans une cellule, donc c'est ce qu'a fait la bactérie, donc nous on va la faire, qui possède donc pas d'origine afin de produire donc des protéines qui ont un intérêt humain, par exemple, pourquoi pas l'insuline. Voilà, on va voir les étapes du génie génétique. Donc c'est un document qui est subdivisé en deux parties. La première partie, voilà. Comment donc on va profiter donc de ces informations que la bactérie AT nous a données? Là voilà, c'est qu'on va essayer donc de chercher, là c'est la première des choses, chercher quoi? Chercher pardon, le gène d'intérêt, le gène qu'on veut. Par exemple, un gène qui code pour la formation par exemple ou la synthèse de l'insuline. Donc, que ce soit à partir d'une cellule végétale ou animale ou même une bactérie, voilà donc le gène. Et donc, pour cela, il faut donc couper donc, cette partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura besoin de certains outils. Et donc, on va essayer de voir les outils utilisés pendant le génie génétique et aussi des techniques. Il y a des techniques qui sont différentes. On va voir quelques-uns, bien sûr. La première, la voilà, c'est l'introduction et l'usage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le oie, bien sûr, le plasmide, qu'on va appeler par la suite le vecteur. Et qu'il y a d'autres techniques, par exemple, il y a le bombardement. Bombardement par des disques, oui, par des canons. Qui portent donc des disques, de très petits disques, qui à l'intérieur portent donc le gène d'intérêt. Et donc par la force de bombardement, donc ils vont pénétrer à l'intérieur donc des cellules végétales et donc permettre donc la même chose. Permettre donc la prolifération, que ce soit à partir de la première technique de bombardement ou de clonage, qu'on va essayer de voir en détail. Et donc, voilà le document général qui généralise donc le tout et qui montre que le génie génétique donc, demande des outils de travail et demande bien sûr des techniques. Donc, voilà les étapes donc, du génie génétique. Et on va essayer donc de voir tout d'abord les outils et les techniques du génie génétique. Commençons d'abord par les outils du génie génétique. Donc, d'après le document
précédent, on a pu déterminer la nécessité de la présence des enzymes. Donc, on a dit il faut couper, il faut coller, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin des enzymes différents. Entre autres, les enzymes de restriction, c'est-à-dire de coupage. Et donc, ils ont une méthode de travail. Voilà. Donc, on a pris quelques exemples. Voilà que l'origine, bien sûr. En général, on prend des bactéries et surtout l'Escherichia coli. Et donc, le nom des enzymes, voilà. Le nom de quelques enzymes. Il y en a bien sûr des dizaines. On va prendre donc les deux premiers, c'est-à-dire ils ont à peu près le même mode de travail, lequel, regardez, voilà, ils coupent, voilà, entre quoi? Entre deux bases azotées ou deux nucléotides qui est la guanine et l'adénine, entre guanine et adénine, voilà. Et donc, ça peut aller entre des paires, des paires donc, de nucléotides de 4 et quelquefois, elle peut aller jusqu'à 10. Voilà, la façon de couper, c'est la même, voilà, cette fois-ci entre le thymine et cytosine, voilà. Et donc, quel est le résultat dans les deux cas? C'est l'obtention, ce qu'on appelle des extrémités ou des bouts cohésifs. Là, voilà. Donc, c'est une partie qui sera libre et l'autre aussi, elle sera libre. C'est un bout ou une extrémité libre qu'on appelle cohésif parce qu'elle va permettre par la suite de cohéser entre les autres brins. Il y a un autre type qui coupe d'une manière franche, voilà, et donc coupure franche. Voilà, donc c'est le premier type donc d'enzymes, les enzymes de restriction. Le deuxième type, voilà, ce qu'on appelle la transcriptase reverse ou inverse. Dans ce cas-là, c'est dans la plupart des cas, surtout chez les virus, de ce qu'on appelle les rétrovirus, c'est-à-dire qu'ils ont en général comme matériel génétique de l'ARN. Donc, on ne peut pas directement coller l'ARN à l'ADN, ce n'est pas possible. Donc, à partir de cet ARN, il faut former d'abord l'ADN, donc un brin d'ADN. Et pour cela, on aura besoin d'une enzyme très spéciale qu'on appelle donc la transcriptase inverse, qui va inverser, c'est-à-dire qui va, à partir de l'ARN, former de l'ADN. Comment? Voilà, regardez. Donc, à partir de l'ARN, donc d'un virus par exemple, la plupart des virus ce sont des ribovirus, par exemple le VIH, etc. Donc, l'ARN, là voilà. À partir donc de ce bout ou de cette séquence d'ARN, on va former donc le premier brin d'ADN qu'on appelle l'ADN-C, l'ADN complémentaire. L'ADN complémentaire. Et par la suite, on prend donc ce brin ou cette séquence d'ADN qu'on appelle l'ADN-C pour produire le deuxième brin complémentaire. Ainsi, on aura donc notre gène d'intérêt ou notre gène formé, qu'on appelle donc un gène composé ou recombiné. Voilà. Donc, le deuxième cas. Troisième cas, ce sont les ligases. Donc, on a dit qu'on peut donc coller entre les brins. Comment on peut coller? On a déjà dit qu'il y a des parties qui restent, qu'on a appelées des bouts ou des extrémités cohésives. Donc, ce sont des parties qui peuvent donc permettre donc, cette liaison pour obtenir donc une ADN bicaténaire. Comment cela se fait? Voilà. Donc, les bouts, le canadonalion, voilà, le premier, le deuxième, donc des parties restantes qu'on appelle des bouts cohésifs ou là des segments cohésifs. Et donc notre ligase, elle permet de lier entre le premier et le deuxième et d'obtenir donc voilà notre gène qu'on appelle un gène composé ou un gène hybride. Voilà les différentes les bouts d'extrémité cohésifs, c'était le 1, et l'assemblage donc entre les bouts cohésifs ou les extrémités par les ligases, et donc l'obtention de l'ADN hybride. Voilà, que veut dire les ligases? Ce sont des enzymes qui permettent donc de coller les bouts d'ADN afin d'intégrer donc le gène dans le vecteur, qu'on verra par la suite. Puis il y a l'ADN polymérase, donc on ne va pas retarder sur l'ADN polymérase, vous connaissez déjà l'ADN polymérase, sa façon de travailler, le mécanisme, etc. Et donc, on passe au vecteur. Donc, un mot qui est nouveau, dont on a déjà parlé. Le vecteur, c'est le plasmide, tout simplement.
voilà le plasmide, mais qui a donc changé par quoi? Par donc les mécanismes qu'on a déjà vus. Donc d'abord donc notre plasmide initial, regardez, il lui manque une partie, laquelle? C'est la partie qui cause donc la tumeur. C'est la partie donc pathogène qu'on doit éliminer pour la remplacer par donc notre gène d'intérêt. Notre gène qu'on veut, par exemple, le gène qui code, par exemple, pour l'insuline et qu'on va coller par les ligases pour obtenir, donc, voilà, un plasmide nouveau, un plasmide recombiné, un plasmide hybride qui a donc un intérêt très important qu'on va essayer donc de proliférer. Donc, c'est le vecteur. C'est donc un élément très important. La même chose, ce sont des plasmides et la façon donc voilà, d'éliminer donc la partie qui est pathogène et la remplacer par un gène qui est un gène d'intérêt. Quels sont quelles sont les techniques, les techniques donc, du génie génétique? Il y en a trois. La première, c'est l'amplification in vitro. La voilà, donc on a déjà vu cette technique, le premier document, qui consiste donc à prendre le plasmide et donc éliminer par clivage ou par coupure donc les parties pathogènes et la remplacer par les parties d'intérêt. Et voilà. La deuxième technique, c'est la technique de transfert direct. On l'a déjà dit, on l'a déjà mentionné auparavant. C'est la technique donc, du bombardement par des canons. Et dans ce cas, on utilise des billes qui sont infiniment petits, qui contiennent à l'intérieur donc notre gène d'intérêt, et par une grande force, bien sûr, une grande vitesse, donc les billes, ils vont pénétrer à l'intérieur des cellules végétales, mais qui vont causer des trous, des très petits trous qui ne sont pas mortels, qui ne causent pas donc, qui ne vont pas causer donc des dégâts pour la cellule végétale. Et l'amplification par ce qu'on appelle le PCR, moins utilisé, qu'on appelle la polymérisation des chaînes de réaction. Donc, c'est à peu près le même phénomène qui permet donc l'amplification et l'obtention donc de nouvelles chaînes. Et en fin de compte, nous avons des domaines d'application. Bien sûr, le génie génétique, il a un très large spectre d'application, depuis, bien sûr, les expériences fondamentales jusqu'au domaine donc, médical, thérapeutique, passant par, bien sûr, le domaine de l'environnement ou les sciences d'environnement, à savoir l'agriculture, par exemple. Et donc, on va se contenter de prendre deux exemples. Le premier, qu'on a déjà cité pendant les problématiques, c'est celui de l'insuline et celui, bien sûr, de la malnutrition. Commençons par la production donc, de l'insuline, par exemple. Il y a d'autres exemples, par exemple HGH, l'hormone de croissance. Et voilà la technique qui est utilisée. Voilà. Donc, à partir d'une cellule, donc, on va essayer de trouver donc, les portions ou les gènes, un gène ou plusieurs, qui codent pourquoi? Pour notre hormone qui est l'insuline, qui est formée donc, de deux types donc, de chaînes, qui a alpha et bêta, ou tout simplement A, alpha A ou bêta B. Et donc, la première, voilà, on prend donc notre gène qui est responsable donc, de ce codage. On va donc le coller dans un plasmide qu'on a déjà éliminé donc, la partie pathogène. Et la voilà. Et donc, la prolifération pour donner donc, le type A. Et le type B ou bêta, on va donc prendre la même chose, donc une portion donc, qui code pour ce type donc, de chaîne bêta, et donc le plasmide recombiné, même chose, prolifération pour obtenir l'autre partie, et qu'on va donc par la suite extraire. Le deuxième exemple,
Donc, le premier, il répond donc à notre problème qui est le problème donc, de l'insuline. Le deuxième, c'est la production donc, des plantes. Voilà un exemple. Hein. L'exemple, tout simplement, c'est quoi? C'est que l'exemple, c'est quoi? C'est que nous avons un problème, c'est que des plantes comme le tabac ou le maïs qui sont infectées par des insectes hein, et qui causent donc des ravages très importants. Et donc, on a pensé à cette technique qui est d'utiliser une autre bactérie qui est le Bacillus thuringiensis, qui a une capacité de produire une protéine toxique hein, qui tue donc ces insectes. Et donc, pourquoi ne pas penser donc à cette technique et donc utiliser donc le gène responsable de la formation de cette protéine, l'intégrer à notre plasmide et donc de former voilà donc, la protéine qu'on va intégrer au niveau donc des protoplastes. Les protoplastes, ce sont des cellules végétales dépourvues de la membrane squelettique pour faciliter la pénétration donc, de cette partie et donc de donner des plantes qui sont résistantes et comme ça, ils vont résister donc, à cette maladie. Et voilà donc le résumé. Vous avez le temps donc de lire hein, attentivement donc, hein, le résumé. Hein. Il y a un autre, bien sûr, d'autres exemples, toujours dans le domaine d'agriculture, bien sûr. Hein, c'est le plus important pour répondre, donc, comme on a dit au début, aux besoins nutritionnels, bien sûr. Voilà. Ainsi s'achève notre séance. Merci et au revoir.